Mesdames et messieurs, chers collègues, je suis très ravi d'être parmi vous. Je tenais tout d'abord, avant de commencer ce petit topo sur cette pathologie, de dire merci et grand merci à l'équipe d'organisation qui ont organisé de l'équipe des médecins libéraux de la wilaya de Béjaïa. Je tenais à leur dire merci et continuer sur ce chemin. Et puis je tenais à remercier le CHU de Béjaïa et l'université de Béjaïa pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et je tenais à les féliciter pour ce qu'ils ont eu comme distinction la dernière fois et qu'ils vont la recevoir à Paris. Nous allons parler si vous le voulez bien, nous allons parler d'une pathologie qui concerne tout le monde. Allez-y. C'est une pathologie extrêmement fréquente que vous voyez pratiquement tous les jours dans vos cabinets et qu'on voit tous les jours dans nos consultations. C'est une pathologie qui est connue de tout le monde. C'est une pathologie dont je pense que vous, parmi vous, un jour, vous avez eu cette lombalgie. On va parler du mal de dos, ou bien de la lombosciatique, du lumbago, de la lombalgie chronique, de la lombosciatique, et qui nous pose d'énormes problèmes. Et je pense que vous, dans vos cabinets, vous recevez assez souvent, si ce n'est pas tous les jours, des vieux et des vieilles et des jeunes qui se plaignent de dos. On ne sait plus quoi faire. C'est, comme je l'ai dit ici, c'est un fléau du temps moderne. 60% des gens souffrent de cette lombalgie. Et je suis sûr et certain que parmi vous, il y a des gens qui se sont plaints et qui se plaignent jusqu'à maintenant de ces lombalgies qui entraînent de très gros problèmes quotidiens dans la vie quotidienne. C'est une consultation qui a des répercussions économiques très importantes. Elle coûte cher pour le malade, pour la société, pour la famille. Et surtout, le problème qu'on a, c'est le problème avec les collègues de la sécurité sociale. Et j'espère qu'on a des médecins de la CNAS qui sont avec nous. Ça nous pose problème parce qu'on traite, on ne fait que traiter ces lombalgies, on n'a pas de résultat. Et les malades ne sont pas satisfaits. On se trouve confronté avec des patients qui ne veulent pas guérir. Et ils croient que la solution miracle, c'est la chirurgie, alors que c'est faux. Parce que la chirurgie, elle a ses indications, et les effets secondaires de la chirurgie posent d'énormes problèmes. Pour connaître cette pathologie, il est indispensable de tout médecin, de tout praticien, de connaître un petit peu cette unité fonctionnelle et anatomique de cette région, de telle façon à faire face à cette pathologie, et surtout faire face à ces malades-là, comment faire pour les avoir entre nous, dans nos mains, et pour qu'ils sortent de notre cabinet satisfaits. Les indications posent problème pour les lombalgies chroniques, et vous le savez tous. Ce sont des malades qui viennent avec des centaines d'ordonnances, ce sont des patients qui partent de médecin à médecin, et qui arrivent même à aller voir les rebouteux. Les rebouteux, ce sont les gens qui disent entre parenthèses en arabe avec l'État. Et assez souvent, ils viennent se vanter devant nous en nous disant, voilà docteur, j'ai pris des quantités de médicaments, je ne suis pas guéri, je ne suis pas satisfait, mais je suis parti voir un rebouteux, il m'a croqué avec des lames gilettes ou bien avec un peu de feu et je suis guéri. Et se pose la question, si vous voulez, du niveau intellectuel du patient et de son QI. Donc, c'est un sujet quotidien qui nous pose problème. Allez-y. C'est quoi une lombosciatique, lombalgie chronique? C'est trois définitions différentes. C'est ce nerf-là, cette racine qui sort de la moelle, qui est confrontée à une inflammation qui est due à un facteur. Et la majorité des lombosciatalgies et des lombalgies chroniques se localisent au niveau de l'étage lombaire. Pourquoi l'étage lombaire? Parce que c'est la charnière lombosacrée, les disques sont larges, les vertèbres sont larges, et les racines, il y a une dure-mère, mais il n'y a pas de moelle, c'est les racines. Et ces racines-là sont confrontées, si vous voulez, à une anatomie bien particulière. Cette anatomie, c'est la vertèbre sus et sous-jacente, et ce qui se passe entre ces deux vertèbres, il y a un système d'amortisseur qu'on appelle le disque, et ce disque, c'est du fibrocartilage constitué d'un fibrosus annulosus et d'une lamelle, et à côté, jusqu'à côté, le premier élément anatomique qui risque d'être touché, c'est les racines. Et ces racines-là, ce n'est pas les racines nerveuses qui font mal.
c'est les vaisseaux qui innervent ces racines-là. Quand ils sont en conjection ou bien en vasoconstruction, ça entraîne des douleurs atroces, ce qui fait, si vous voulez, l'un des motifs de consultation de l'embargo. Et puis, dans cette racine-là, il n'y a pas simplement que le disque qui est un facteur anatomique qui agresse cette nerf-là, il y a des articulaires que vous voyez ici, il y a des lames, il y a un système osseux ici qui protège la moelle, et ces éléments-là, avec l'âge, avec la dégénérescence, ils deviennent arthrosiques, c'est une dégénérescence articulaire. Ça peut être aussi des sources de douleurs de lombalgie chronique, et vous allez voir que l'examen clinique est un examen clé pour un médecin qui est dans son cabinet ou dans une clinique ou bien à l'hôpital, pour faire la différence entre une histoire clinique qui correspond à une anatomie particulière pour traiter cette anatomie, ou bien il y a d'autres facteurs qui puissent entraîner cette douleur de lombosciatalgie. D'accord? Allez-y. Je pense, je ne vais pas faire un cours ou bien refaire la question d'anatomie. Il est très important de connaître cette pièce anatomique, c'est-à-dire le corps vertébral, ça c'est un profil. Ce corps vertébral est constitué d'un plateau supérieur inférieur et du spongeux ici. Et puis il y a deux ligaments ici, il y a surtout le ligament vertébral postérieur ici. Et à l'intérieur de cette colonne moyenne, il y a une colonne antérieure, il y a une colonne moyenne, il y a une colonne postérieure. Et dans cette colonne moyenne se trouve, si vous voulez, le canal médulaire avec ses racines. Moi, je l'appelle toujours la princesse. C'est la princesse qui va être agressée par des gens extérieurs et qui veulent la prendre. Les gens extérieurs et qui veulent l'agresser, c'est qui? C'est les surfaces articulaires, c'est ce ligament jaune, c'est le disque. Tous ces éléments sont des facteurs qui vont agresser cette racine, d'où la lombosciatique ou la lombosciatalgie. Et puis, quand on est médecin, il faut comprendre cette région-là pour donner le médicament qu'il faut, la chirurgie qu'il faut, ou bien rien faire s'il n'y a rien. Et c'est pour ça que vous allez voir dans vos consultations, les malades qui viennent pour des lombosciatiques, la majorité d'entre eux ont des profils psychologiques assez particuliers, et ils entravent ça par des accidents de travail. Et ce qui pose des problèmes avec les médecins de la sécurité sociale. Parce que ce sont des gens qui ne veulent pas reprendre le travail, ce sont des gens qui font que repos sur repos, et puis ils ont une philosophie quand ils viennent vous consulter, ils ont une philosophie extraordinaire de montrer qu'ils ont très mal et on vous fait passer, on se fait avoir dans l'examen clinique. Alors que l'anatomie, son anatomie, quand on fait une bonne radio, il n'y a rien du tout. Et on commence à donner des prolongations de travail sur prolongations de travail, mais jusqu'à quand? Il y a des lombosciatalgies, il y a des malades qui ont des lombosciatalgies qui sont avec arrêt de travail de 3 mois, 12 mois, 24 mois et qui partent en invalidité alors qu'ils n'ont rien. Et c'est pour cette raison que vous devez connaître cette anatomie qui est là. Comment la reconnaître? C'est la simple radio. Quand on fait une radio, vous allez retrouver toutes ces structures et vous allez voir s'il y a une lésion osseuse, organique qu'il faut traiter ou non. Donc, les éléments osseux, les éléments disco-ligamentaires. Notre moelle, elle est là avec ses racines. Et entre ces racines, il y a le disque. Et ce disque-là, c'est un amortisseur, c'est du fibrocartilage qui va s'user. C'est grâce à ce disque-là qu'on permet de faire tous les mouvements de flexion, d'expansion, de rotation. C'est un amortisseur de toutes les forces qui viennent du corps humain et tout se déroule au niveau de ce nucléus qui est comme un pivot et qui permet toutes les mobilités. Ce nucléus peut s'user. Il peut être usé et être lésé pendant la vieillesse, il se dégénère. Il peut être usé par d'autres facteurs. Dans notre pays, c'est surtout le facteur mécanique, ce sont les gens qui ont des travaux très lourds, qui peuvent déchirer ça, et puis commencera l'évolution de ce nucléus qui va sortir, et le premier élément anatomique qu'il va avoir, c'est la racine. C'est pour ça que les gens, un maçon ou bien n'importe qui, quand il soulève quelque chose, il dit « Aïe !» C'est le lumbago, c'est le début de cette histoire de lombosciatique. Mais il n'y a pas simplement que le limbus, le nucléus qui se déchire pour donner cette atteinte d'irritation. Il y a les surfaces articulaires, il y a le ligament vertébral postérieur qui ont une pathologie particulière et on passe assez souvent à côté quand on ne fait pas une lecture radiologique simple pour dire telle et telle étiologie. Tata, allez-y. Ce nucléus que vous voyez ici, voilà le disque, vous le voyez, le disque il est là, voilà un disque normal, le nucléus il est là. C'est lui qui permet de soutenir les pressions d'en haut et d'en bas. Et c'est grâce à ce nucléus que les sportifs ou les sujets jeunes font des rotations, s'amusent, font tout ce qu'ils font. Ce nucléus, quand il est blessé par la sénescence ou bien par un facteur mécanique, le premier élément, il est là. C'est le lumbago. C'est la lombosciatalgie aiguë.
C'est le malade qui va venir vous voir complètement recourbé. Il vous dit, docteur, je ne peux plus bouger. Ou bien quand vous ramène dans un brancard. Voilà à peu près ce qu'il y a ici. Et ce nucléus, bon, quand il se déchire, il vient contacter. Voilà des hernies, voilà une déchirure d'un nucléus. Et le premier élément, mais ce n'est pas le nerf qui est comprimé, c'est le vaisseau qui vascularise ce nerf qui est comprimé. Et quand il y a une vasoconstriction, on a le lasec positif. C'est toute une congestion. Mais si par exemple le nucléus ne trouve pas le nerf, c'est l'hypertrophie de cet articulaire puis qui peut entraîner une compression. Donc il n'y a pas que l'hernie discale qui est source de cette lombo-sciatique. D'accord? Alors quand on est au cabinet, on dit quelle lombalgie? Est-ce que c'est une lombalgie banale? Est-ce que c'est une lombosciatalgie? Est-ce que c'est une lombalgie aiguë qui donne le lumbago? Est-ce que c'est la lombalgie chronique? Et là, dans nos cabinets, il faut faire la différence. Vous allez retrouver assez souvent des vieilles qui viennent pour des fibromyalgies. Vous allez retrouver en consultation plein de femmes entre 50 ans et 60 ans qui viennent se plaindre de tout. Docteur, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos, j'ai mal ici, je ne suis pas bien. Ça, c'est la lombalgie chronique du fibromyalgique. C'est des patients bien particuliers qui ont plein de problèmes psychologiques et qui somatisent la lombosciatique. Il ne faut pas tomber dans le piège. Comment on ne tombe pas dans le piège? Par un bon examen clinique. Le lumbago, généralement, c'est un sujet jeune qui fait un effort brutal, qui peut déchirer son nucléus et il vient comme ça, comme vous le voyez. C'est aigu. Et puis il y a la lombosciatalgie, c'est quelqu'un qui a une lombalgie chronique, il a des épisodes de décharge au niveau du membre inférieur. Là, c'est un malade qu'il faut explorer parce que c'est les répétitions. Quand il y a les répétitions, sédation, douleur, répétition, ça veut dire qu'il y a une atteinte organique. Allez-y. Bien sûr, vous allez voir, je vais vous montrer l'étude qu'on a faite sur 8 ans. Quand on a une lombalgie chronique, il faut être un bon clinicien. On est tous des bons cliniciens avant d'être des radiologues, vous voulez demander des examens complémentaires. Quand on a une lombalgie, il faut être un inspecteur, il faut fouiller. Et vous allez voir que pratiquement dans 38% des lombalgies, on se retrouve avec des métastases vertébrales chez les jeunes femmes. On y va pour une lombosciatique, on fait des examens complémentaires, on trouve des images pathologiques, et surtout, pathologiques, c'est surtout les métastases chez le sujet jeune, c'est plus chez le sujet vieux. On peut trouver des angiomes d'origine vasculaire, on peut trouver des problèmes viscéraux, quelqu'un qui a une prostate, qui a une vessie, qui a une surrénale, peut avoir des lombalgies comme une lombosciatique sur hernie discale. Là, faites attention, et pour éliminer tout ça, c'est le bon examen clinique, la belle radio. On n'a pas besoin de scanner d'IRM. Le scanner d'IRM, on va le faire quand on suspecte autre chose. Mais c'est le bon examen clinique qui nous permettra de nous orienter vers cette origine. La fibromyalgie et les pathologies des articulaires, c'était les arthroses. Allez-y. La clinique. Quand quelqu'un a une lombosciatalgie, quand il vient avec cette douleur chronique, c'est quelqu'un qui a un rachis qui est inflammé. Et quand quelqu'un a un rachis inflammé, c'est quelqu'un qui ne peut pas bouger. Il a une rigidité là où vous touchez la malle, et on fait ce qu'on appelle des examens, tels que l'indice Schober, la hauteur des épineuses. On essaye de faire des mouvements de latéralité à droite, à gauche. Pourquoi? Parce que quand on a un lombosciatique d'origine hernière, c'est-à-dire d'origine discale, le malade ne peut pas bouger. Chaque fois qu'il bouge, il a mal. Mais si vous examinez quelqu'un qui vient vous dire, écoutez docteur, j'ai des lombalgies chroniques, des lombosciatiques, j'arrive pas. Et à l'examen clinique, vous l'examinez, il a un rachis souple. Il arrive à fléchir, il arrive à mettre ses mains sur le sol, il arrive à faire des déflexions. C'est pas un lombosciatique, c'est pas quelqu'un qui a une lombosciatique d'origine organique, c'est-à-dire hernière. Son rachis, c'est les souples. Et là, on a le tic de dire, s'il y a une lésion organique, il ne peut pas bouger son rachis. S'il n'y a pas de lésion organique, ça veut dire qu'il y a autre chose. Et on fait ce qu'on appelle le signe de la SEC. Le signe de la SEC, c'est quoi? C'est de mettre le malade sur un lit, essayer de soulever le membre inférieur, et il ne pourra pas soulever son membre. Il soulève sa fesse, parce qu'il y a une vasoconstriction. Là, c'est quelqu'un qui a un conflit. Mais celui qui a un lombosciatique, vous soulevez le membre, il ne décolle pas sa fesse de la table, il la fait monter, c'est quelqu'un qui a une lombalgie chronique d'autre origine. Là, c'est l'examen clinique. Il faut faire très attention à cet examen clinique, allez-y. Et puis, il faut faire marcher votre malade. Quelqu'un qui a un conflit disco-radiculaire, quelqu'un qui a une racine qui est héritée, c'est quelqu'un, si c'est une L5, qui ne peut pas marcher sur la pointe. C'est quelqu'un qui pourra, L5, c'est quelqu'un qui ne pourra pas marcher sur le talon. Si c'est quelqu'un qui a une lombosciatique paralysante, c'est quelqu'un qui ne pourra pas relever
les extenseurs. Et c'est l'examen clinique qui vous oriente vers une lésion organique qu'il faut fouiner pour essayer de la voir et la traiter correctement, d'un malade qui a une lombalgie chronique, par exemple, sur une dyscarthrose. Quand on a 60 ans, 75 ans, on se plaint des douleurs articulaires, on fait des radios, on trouve des images articulaires épaissées. Les surfaces articulaires sont épaisses, sont arthrosiques. C'est une arthrose. On a toujours vécu avec des dyscarthroses. Et les dyscarthroses ne sont pas toutes médicamenteuses ni chirurgicales. S'il faut faire convaincre le malade qu'on a une arthrose, il y a une hygiène de vie à prendre, des douleurs de temps en temps qui sont supportables, mais ce n'est pas quelqu'un qu'il faut rapidement mettre sur table opératoire, ou bien infiltrer, ou bien lui dire ça y est, vous êtes pathologique. C'est quelqu'un qui vivra normalement. Tout le monde va faire une arthrose un jour ou l'autre. L'arthrose est supportable. Il faut savoir envoyer le message au malade en lui disant il n'y a rien de grave. Alors voilà ce qu'on appelle une attitude sur un lumbago. Quand quelqu'un a un lumbago, il n'a pas un rachis souple. Quand vous voyez un patient qui vient avec une déviation rachidienne pareille, une attitude ontalgique parce qu'il y a une compression, ce malade-là se met dans cette position parce qu'il y a une hernie discale qui comprime ce côté-là. Et il se met de ce côté-là pour être soulagé. Ce malade-là, il a une hernie. Mais quelqu'un qui vient consulter pour une lombosciatique, il va faire tout un tas de trucs devant vous en consultation, il va vous dire, écoutez, j'ai mal, j'arrive pas à travailler, j'arrive pas. Il a un rachis souple, il n'a pas de hernie discale. Il faut voir autre chose. D'accord, d'accord? Alors, quel examen complémentaire? Il faut faire une radio. Ça coûte cher, la radio coûte cher, la santé coûte cher, et pour être un bon médecin, le bon médecin c'est la clinique et la radio. Une radio pour voir les lignes, si vous voulez, les lignes antérieures et les lignes postérieures. La radio pour voir les épineuses, pour voir les articulaires si elles sont épaisses, sources d'arthrose. Une radio qu'on voit ici où il y a une laminectomie. Donc, si vous voulez, la lecture radiologique vous permettra de vous orienter. Quand vous avez une radio pareille, on a l'impression qu'il y a un débord ici postérieur et une marche d'escalier. C'est quelqu'un qui est venu consulter pour une lombosciatalgie. C'est tout à fait normal qu'il fasse une lombosciatalgie. C'est une lombosciatalgie sur un spondylolisthésis arthrosique. Donc, on a la cause déjà. Et c'est pas obligatoirement, ce malade n'a pas obligatoirement à être opéré pour régler son problème. Il y a des spondylolisthésis qu'on opère, il y a des spondylolisthésis qu'on n'opère pas, qui vivent à vie, avec une hygiène de vie, vivront normalement, ils feront leur activité. Maintenant, si vous faites une radio comme ça, ce malade-là qui est venu nous consulter pour une lombosciatique, il n'avait pas dit qu'il a été opéré. On remarque qu'il y a des épineuses ici, et puis il n'y a plus d'épineuses. Ce malade-là a subi une laminectomie pour une cause, pour un canal lombaire étroit, et quand on opère un canal lombaire étroit, on a toujours, quel que soit le traitement, quel que soit le chirurgien, les lombalgies résiduelles, ce qu'on appelle les lombalgies résiduelles. Donc il faut bien voir la radio. Et la radio pratiquement et la clinique suffisent pour faire le diagnostic et donner une thérapeutique soit médicale, soit autre. La sacro-radiculographie, on ne la fait plus. Il y a trop de lumière. La sacro-radiculographie, on fait une injection, une ponction lombaire, et on injecte du produit radio-opaque. C'est pour voir s'il y a des milieux, c'est des niveaux d'amputation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a une hernie discale, il n'y a plus de passage de liquide qui monte la racine, voilà les racines. Ici, il n'y a plus de racine. Regardez une racine, départ d'une racine, départ d'une racine. Ici, il n'y a plus de racine. Pourquoi? Parce qu'il y a une empreinte d'une importante hernie discale qui dit que ce malade-là, il a un problème organique. C'est pour cette raison qui fait cette lombosciatalgie. On ne fait plus cette sacro-radiculographie. Pourquoi on ne la fait plus? Parce que depuis quelques années, une vingtaine d'années maintenant, plus une trentaine d'années, il y a l'imagerie moderne qui a pratiquement fait oublier ces examens. Mais c'est des examens qu'on utilise assez souvent quand on est en pathologie tumorale rachidienne pour voir les empreintes. Depuis qu'il y a le scanner et l'IRM, pratiquement cet examen ne se fait plus. Alors on demande un scanner. Vas-y. Je crois que dans toute formation de médecin généraliste avant tout, avant d'être spécialiste, il faut faire la lecture du scanner. Et quand on a un scanner, on n'a pas un malade. Alors, je m'explique. Si on fait un scanner à des gens parmi vous qui ont plus de 60 ans, archi sûr qu'on trouvera des hernies. Mais c'est des hernies qui ne sont pas cliniques. On peut vivre avec une hernie discale toute sa vie. Ça veut dire qu'on n'opère pas un scanner. Ça veut dire qu'on opère ou bien on traite un malade. Il y a des malades qui font des lombosciatalgies atroces sans hernie. Il y a des malades qui ont des hernies discales, comme vous voyez ici, qui comblent complètement le trou et ils n'ont aucune symptomatologie. C'est dire que l'interprétation radiologique d'un scanner n'est pas interprétable s'il n'y a pas une clinique. Alors le scanner, il faut deux coupes, une coupe sagittale et une coupe frontale, c'est-à-dire la vertèbre.
Et vous voyez ici, voilà, vous prenez la ligne antérieure qui est là, ça c'est du disque, voilà la moelle et ses racines, et puis vous voyez des débords. Tout le monde peut avoir un petit débord discal, et c'est physiologique, surtout quand on vieillit. Il n'est pas question d'opérer des malades sur des petits débords discales, parce que le disque on en a besoin, c'est lui qui nous permet la souplesse, c'est lui qui nous permet de mobiliser. Si on enlève, vous allez voir les complications qu'il y a. Là, on a un débord discal plus important que vous voyez ici. Le voilà. Et dans une coupe frontale, vous avez le corps vertébral qui est là, vous avez la moelle qui est là, et puis le disque, c'est ça. Et vous voyez ici, c'est les racines. Et ça, c'est la dure mère. Il y a une petite compression de la racine, mais il n'y a pas d'indication chirurgicale dans cette racine-là. Pourquoi? Parce que la clinique n'est pas trop évidente. On ne peut opérer ce genre de malade que quand il y a une atteinte neurologique confirmée par l'EMG. On ne peut opérer ce genre de malade que si le traitement médical 1, 2, 3 n'a donné aucun résultat et le malade est véritablement handicapé, là on les opère. On n'opère pas toutes les hernies et on n'opère pas des images, on opère des patients. L'IRM il est intéressant parce que l'IRM c'est un examen qui nous permet de voir, si vous voulez, les lésions disco-ligamentaires. Et on voit bien ici des débords discaux que vous voyez ici, mais ici il y a un débord discal plus important que l'autre, regardez ici, qui comprime les racines. Regardez là, les racines ici, voilà un disque non pathologique, un disque qui est malade. Et cette hernie-là, elle devient paralysante. Pourquoi? Parce qu'elle a rompu le mur de sécurité, c'est-à-dire le ligament vertébral postérieur qui est là pour le protéger, il a été déchiré. Et s'il a été déchiré, il comprime toutes les racines et il migre. Là, il faut poser l'indication. Là, il faut opérer. Parce que c'est un malade qui est par exemple en crise hyperalgique, tous les traitements qui ont été donnés n'ont rien donné. Regardez une compression ici. C'est dire la lecture d'une IRM et la lecture d'un scanner est très importante. Alors, ce qu'il faut dire dans le scanner est un très très bon examen complémentaire pour voir les éléments osseux. Regardez dans cette coupe transversale, c'est l'hypertrophie des articulaires. Cette hypertrophie des articulaires, si elle est épaisse, elle peut irriter la racine. Et c'est comme ça qu'on fait le diagnostic, si vous voulez, des vieilles et des vieux, qui viennent consulter pour des lombosciatalgies rebelles au traitement et qui ont une claudication intermittente très importante. C'est-à-dire, ils vous disent, écoutez monsieur, moi l'année dernière je marchais 1000 mètres et je m'arrêtais. Mais cette année je me déplace à 3-4 mètres, je m'arrête, je ne peux plus marcher. C'est l'indication d'un canal lombaire étroit et c'est l'indication d'une laminectomie pour laisser souffler ces racines-là et éviter qu'il y ait compression. C'est comme ça qu'on pose les indications. On ne pose pas les indications sur de la radiologie simple. C'est la clinique, l'interrogatoire, l'examen neurologique et la radio qui nous permet de poser l'indication. Après échec d'un traitement médical, la lombosciatalgie n'a jamais été d'indication opératoire d'emblée. Elle a été toujours traitée chirurgicalement après un échec d'un traitement médical. Allez-y. La scintigraphie, elle n'a aucun rôle. Les gens utilisent la scintigraphie arrière pour voir une hyperfixation, mais ça n'a aucun rôle et ça coûte cher. L'EMG, oui. L'EMG, on le demande quand? Quand c'est le malade qui vous dit, écoutez, je ne sens plus mes doigts d'orteil, j'ai des sensations de fourmillement, après un traitement médical ça donne, vous demandez un EMG pour voir si elle n'est pas paralysante, s'il n'y a pas une défibrilisation de cette racine, pour aller intervenir et décomprimer. Allez-y. Alors les hernies, vous voyez, quand on a une hernie, un alus qu'il a, il est sous-ligamentaire, il peut être traité médicalement, c'est-à-dire un repos strict, et ça permet de remettre ce nucléus ici. Quand elle est ouverte ici, repos et surveillance. Quand elle est détachée, c'est-à-dire elle est extra-ligamentaire, là il faut l'enlever. Là elle devient paralysante. Et vous voyez bien que le conflit se situe dans ce trou-là qu'on appelle le foramen. Allez-y. Alors, on a fait le diagnostic, on a les radios. Faut-il préconiser le repos au lit? C'est ce qu'on fait quand on a des malades en consultation. Quel traitement médical? Est-ce qu'il y a une kinésithérapie ou non? J'espère qu'il y a des kinésithérapeutes avec nous. Est-ce qu'il faut manipuler? Est-ce qu'il y a une place dans le traitement chirurgical? Allez-y. Le repos, oui. C'est un état inflammatoire brusque. Le repos fait partie de l'arsenal thérapeutique de la lombosciatalgie. Repos de 3 à 7 jours. Alors, on me répète toujours la question, est-ce qu'il faut mettre le malade sur un plan dur ou sur un lit? Non. Il faut mettre le malade dans un matelas normal, orthopédique. Il faut éviter les positions en hyperlordose ou bien en hypersyphose. Mais ce n'est pas la peine de mettre l'histoire de mettre malade en décubitus dorsal sur un lit ou bien sur une planche. Ça n'existe pas. C'est faux.
Repos, oui, par contre. C'est 3 à 7 jours. Le traitement médical, oui, on commence toujours progressivement par des antalgiques banaux. Le paracétamol est un anti-inflammatoire mineur pour une période de 7 à 10 jours avec repos. Généralement, quand c'est une protrusion discale, quand c'est une hernie sur un lumbago, ça rentre dans l'ordre. Ça ne rentre pas dans l'ordre quand la hernie est exclue. Et quand elle est exclue, elle donne des troubles neurologiques, c'est là où il faut intervenir. Allez-y. La kinésithérapie, oui, mais après la sédation des douleurs. Différents types de techniques de kinésithérapie. La kinésithérapie, non pendant la période des douleurs. Elle est atroce, c'est un échec. Une fois qu'il y a une amélioration des conditions antalgiques, on peut mettre le malade, soit on lui met un petit lambostat de 3 semaines pour reposer les muscles paravertébraux qui sont inflammés, soit commencer les manipulations. Traitement chirurgical, à réfléchir, à discuter, faut-il opérer ou non? Allez-y. Sur une période de 8 ans, 70 countries, regardez à peu près sur 130 malades vus en consultation de rachis, regardez les différentes causes des lombosciatalgiques dans un secteur de centre. La majorité, c'est des hernies discales, c'est des spondylolisthésis qui passent inaperçus et qu'on a trouvé suite à une consultation de lombosciatique. C'est les canaux lombaires étroits. Il en existe, mais ils ne sont pas tous à opérer. Les arthroses interapophysaires qui sont sources de spondylolisthésis. Les kystes anévrismaux, on découvre des tumeurs. Un kyste anévrismal, c'est une tumeur bénigne osseuse qui se localise au niveau de la région du vertèbre et ça donne ça. 3 spondylodicites spécifiques. Nous avons la tuberculose. Il faut penser toujours à la tuberculose. La tuberculose se déclare par une douleur lombaire et on fait un diagnostic. On se retrouve avec un spondylodicite qui sont très fréquents dans notre pays. Le kyste hydatique et puis 11 métastases. Je suis désolé mesdames, actuellement il y a de plus en plus de métastases de cancer du sein, c'est des sujets jeunes. Et des femmes enceintes qui viennent, ou des femmes qui sont suivies pour des consultations autres, consultées pour des lombalgies, et on découvre des métastases, comment dirais-je en interne, des métastases non cliniques, et qui nous font découvrir l'origine primitive, ça existe et ça se déclare par des lombalgies. Allez-y. Le nombre de hernies sur les 49 malades, sont tous des hommes, hein, c'est la majorité masculine. Et vous voyez, c'est entre 20 et 60 ans. Allez-y. Vous voyez que ce sont pratiquement tous des malades qui ont eu des lombalgies. Donc ce sont des malades qui sont habitués à aller voir leur médecin, lombalgie, et parmi eux, plus de la moitié des cas ont été traités pour cette lombalgie chronique. Il y a des gens qui n'ont pas eu, et vous voyez que parmi 21 cas, quand même presque la moitié, c'est tous des malades qui sont anxieux. Ils sont tous anxieux, ils se plaignent tout le temps de leur dos. L'état associé, c'est l'état qu'on connaît, allez-y. Le type d'activité, vous voyez qu'il n'y a aucun rôle entre l'importance de la déchirure de cette hernie. Il y a des travailleurs de force, la moitié des cas, mais il y a quand même des sédentaires parmi eux. Allez-y. Quelle est la particularité de ces patients-là? C'est tous des malades qui ont été traités anarchiquement. Ils ont abandonné leur traitement, ils ont vu des rebouteux. C'est un traitement anarchique. Et majoritairement, c'est des sédentaires. Allez-y. La clinique, c'est toujours la douleur du dos et de la jambe. C'est comme ça qu'on vient vous consulter dans vos cabinets. Allez-y. Les formes cliniques, les formes aiguës chez les sujets jeunes, les formes hyperalgiques et les formes paralytiques. C'est comme ça qu'ils viennent. Allez-y. Les examens complémentaires, c'est la radio simple qui permet de faire la radio. Alors ça, c'est un 3/4. Pourquoi on demande un 3/4? C'est ce qu'on appelle le chien de la chapelle. Le chien de la chapelle, les yeux, c'est le pédicule, les articulaires, c'est les oreilles, et le cou, c'est l'isthme. Assez souvent dans notre pays, nous allons trouver les spondylolisthésis, et les spondylolisthésis, ça se passe ici, c'est une lyse isthmique. Le scanner, il a été fait pratiquement dans tous les cas qui montrent la hernie, le conflit disco-radiculaire. L'IRM, pas tout le fois, c'est vraiment quand il y a des atteintes hyperalgiques ou neurologiques. Allez-y. Pratiquement toutes les hernies discales se localisent au niveau de L5-S1. Pourquoi? Parce que l'espace L5-S1 est un espace très large, et il est entouré d'une anatomie particulière où l'hernie ou le disque trouve toute sa béance. Et il suffit de micro-traumatisme ou dégénérescence pour que le disque vienne directement en contact de ce nerf-là. Allez-y. Alors, quand on a ces palpations-là, est-ce que c'est vraiment un conflit qui provoque ça? Est-ce que c'est une hernie discale vraiment ou non? Quand opérer? Quand est-ce qu'on va opérer? Quelles sont les chances de reprise? À quel niveau il faut opérer? Et dans quel délai? Et c'est les questions qu'on se pose avant d'intervenir. Allez-y. Quand on les opère,
On fait des laminectomies, on y va en touche arrière, on enlève simplement au niveau de la lame ligament, on enlève l'hernie. Allez-y. L'hernie, elle est là, regardez là, elle est là, l'hernie. Ces malades-là, la racine, voilà la racine. Voilà la racine. L'hernie, elle est là, la racine, elle est là. Alors, on fait tout pour faire des mini-dissections. Actuellement, les neurochirurgiens opèrent au microscope. Pourquoi? Parce que quand on opère ces hernies, on enlève le facteur mécanique, il faut que le lendemain, il soit debout. C'est fini cette histoire-là d'opérer une hernie et le laisser un mois allongé. Ça va rentrer dans le cercle vicieux de l'agodystrophie. C'est quelqu'un qui va être handicapé, et beaucoup plus vous le laissez au lit, plus il sera handicapé. Il faut les opérer sans toucher aux éléments de stabilité du rachis. Et il faut le lendemain debout. Allez-y. Alors, c'est une chirurgie qui n'est pas facile. C'est une chirurgie qui doit être faite par des gens qui font que le rachis. Et c'est des chirurgies qui ont des problèmes. Regardez, on a des hématomes qui ont été réglés. On a eu des douleurs résiduelles. 9 cas. Ils ne sont pas satisfaits. Nous avons eu des troubles neurologiques. Parce qu'on touche sur cette racine-là qui est très très émaciée. Il y a des lésions cutanées qui ont été réversibles. Il y a des infections. Il y a des troubles sphinctériens. Hein, il y a pas mal de malades qu'on a opérés au niveau de la racine de la queue de cheval, ils se retrouvent avec des souffrances. Et c'est là où se pose le cas. Est-ce qu'il fallait opérer ces malades-là? Et puis on a eu des brèches d'urméen, ça arrive, hein, entre les mains des meilleurs chirurgiens. Assez souvent, on fait des petites blessures pour enlever une hernie qui est grosse. On est obligé d'avoir le matériel qu'il faut pour combler. Et ça, c'est très stressant. Allez-y. Lever premier jour. Si vous voulez réussir une hernie discale, c'est le premier jour. Et puis rééducation jusqu'au 3e mois. Allez-y. Les résultats. Vous allez voir que assez souvent en consultation, vous allez recevoir des malades qui ont été opérés, traités pour l'hernie discale. Il fallait que je ne suis pas satisfait. J'ai été opéré par terre chirurgien, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les critères, c'est toujours satisfait ou non. Il y a des critères sur la douleur, il y a toujours une douleur résiduelle, ça veut dire qu'il y a une arthrose sous-entendue. L'amélioration, les tests. Et regardez, allez-y, regardez sur 3 ans. Les premiers mois, les malades étaient plus ou moins satisfaits. Et plus on va avec le temps, plus les malades persistent à dire qu'ils ont toujours la douleur, qu'ils ne sont pas satisfaits. Et regardez, plus on avance dans le temps, c'est des malades qui ont été opérés, ils vous disent oui, j'ai été opéré, les 2 premières années j'ai été satisfait, mais depuis 3 ans ça ne va pas, ça récidive. Pourquoi? Parce qu'on l'a peut-être négligé ou on n'a pas bien étudié le dossier, on a opéré une hernie effectivement sur une radio qui était grosse, mais le patient avait une pathologie sous-entendue, d'une dyscarthrose peut-être ou un canal lombaire étroit. Allez-y. Et regardez sur les reprises de travail, ce que vous entamez tous les jours. Ce n'est pas tout le monde qui reprend l'activité initiale après un traitement d'une cure de hernie. Regardez les reprises de travail aménagées, le travail intermittent. Allez-y. Alors, discussion. La lombosciatalgie, l'un des motifs les plus fréquents dans nos consultations, pose problème. Pourquoi? Parce que c'est un traitement qui est long, c'est un traitement astreignant, les malades ne sont jamais satisfaits, on n'arrive pas à avoir l'étiologie correcte de cette hernie. Donc il ne faut pas se précipiter rapidement mettre le malade sous corticothérapie, traitement, sans connaître l'origine exacte. Demandez une radio et un bon examen clinique. Il doit être méticuleux. Quand quelqu'un a une lombosciatalgie sur hernie discale, c'est quelqu'un qui vient avec des déviations de son tronc et il a des troubles neurologiques à type de l'ASEC positif. Les examens complémentaires, bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur les examens complémentaires? Ça coûte cher l'IRM scanner. Moi je pense qu'un bon examen clinique et une radio simple peuvent régler au début. On retrouve beaucoup en consultation spécialisée des malades qui viennent avec des IRM directement, sans radio, sans scanner. Je pense que c'est plus ou moins un gâchis, entre parenthèses, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Parce qu'on n'opère pas des radios, on n'opère pas une IRM, on opère un malade avec une radio pour éliminer les histoires de pathologie tumorale, de spondylolisthésie, de tuberculose. Et puis s'il y a problème, on demande un scanner pour rechercher les signes d'arthrose, les signes qu'on ne voit pas à la radio. La thérapie, il faut bien la cibler. Vous allez voir plein de malades avec des milliers d'ordonnances et qui ne sont jamais satisfaits. C'est des malades qui connaissent les anti-inflammatoires et les corticoïdes mieux que vous. Et ça, on a l'habitude de voir ça. Deuxièmement, allez-y. Les traitements à long cours. Alors vous allez trouver des malades qui se font traiter pendant 1 année, 2 années. Ça ne marche pas. Au contraire, ça va être comme des toxicomanies. Ils répondent à aucun anti-inflammatoire. Par contre, en phase aiguë, oui. Assez souvent, si vous avez la chance de les hospitaliser, de les libérer de leur milieu familial et professionnel, hospitaliser pendant 1 semaine une lombosciatalgie aiguë et vous allez voir le résultat qu'il y a. Alors l'objectif, c'est de démédicaliser ces patients-là, parce qu'ils font de l'automédication. Il faut les désintoxiquer. C'est des malades qui ne peuvent plus vivre sans anti-inflammatoire.
Il faut les réadapter, le rôle du médecin physique. Et puis il faut les réinsérer. C'est très important de les réinsérer. Allez-y. Donc c'est une pathologie que vous connaissez tous, elle est de plus en plus fréquente. Elle nécessite un diagnostic précis. Le scanner et l'IRM après un diagnostic. Traitement à la phase aiguë, oui. Traitement d'entretien à la phase chronique par une rééducation, oui. Il faut voir le regard psychosomatique et professionnel de ces malades-là, qui assez souvent remettent leur lumbago à l'accident de travail et qui veulent avoir une rente. La prévention pour diminuer les dépenses et les arrêts de travail, c'est très important. Le traitement chirurgical, il faut qu'il soit bien réfléchi. Il faut confirmer le conflit disco-radiculaire avec des troubles neurologiques, il n'y a pas pour les opérer. Je vous remercie. Donc la prochaine communication sur l'interprétation du télothorax. On appelle docteur Nahal. Alors, si vous permettez, on va faire un petit quiz.